Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via la blockchain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Salut à toi, c'est Guillaume de la blockchain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'or et de Bitcoin. Je vais comparer les deux sous différents angles, plutôt d'un point de vue investissement. Et je vais m'appuyer sur un article que j'ai rédigé le 2 septembre 2024. Donc ça date un petit peu, mais les informations sont toujours d'actualité. Alors, commençons directement avec les origines plus ou moins. Donc l'or, appartenant à Dieu selon les textes bibliques, est à présent défié par un tout autre genre d'actif digital par nature. Je tiens à traiter donc ce versus entre l'or et Bitcoin car c'est à présent un grand débat aussi dans le milieu de l'investissement. Et selon moi, il mérite que nous y attardions. J'ai fait d'autres versus, j'ai fait Bitcoin versus IMO, versus Fiat, versus S&P, donc actions, tout ça. Mais j'avais toujours pas fait celui-ci, donc on va vraiment voir ça en détail. Je ferai aussi deux parties, parce qu'il est assez long l'article. Ça fait quand même pas mal d'informations, donc on va faire ça étape par étape. Commençons avec les origines de manière plus précise. L'or a probablement été découvert par hasard dans une crique, un cours d'eau ou un autre milieu naturel il y a plusieurs millénaires. Certaines sources, oui au passage n'hésite pas à consulter l'article pour aller voir les liens que j'ai mis en avant, comme par exemple celui-ci, où voilà, forcément je mets en avant les données, du moins où j'ai trouvé les données. Donc rapporte que les premiers cas d'utilisation de l'or datent du 5e siècle avant Jésus-Christ dans les Balkans de Bulgarie. Très vite, les humains de l'époque ont accordé une grande importance à ce métal précieux sur le plan hiérarchique, religieux, etc. Ce n'est qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ que l'or s'est standardisé pour devenir une monnaie d'échange en Lydie, Turquie actuelle. L'Empire romain a ensuite été fondé autour du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est aussi en partie ce qui causa sa chute, et nous y reviendrons plus tard. Pourquoi ça a causé sa chute en partie? S'en est suivi une utilisation exacerbée dans le milieu religieux durant le Moyen-Âge. Entre le 15e et le 19e siècle, la célèbre ruée vers l'or commence, avec les massacres perpétués par les conquistadors en Amérique latine auprès des Aztèques, ce qui stimulera beaucoup l'exploitation de la fameuse pierre jaune. À partir de 1848, les ruées vers l'or en Californie, puis en Australie et en Afrique du Sud attireront des milliers de chercheurs et enrichissent les économies des puissances coloniales. De 1870 aux années 1930, les grandes économies adoptent le fameux l'étalon or, stabilisant les monnaies par une correspondance avec les réserves d'or. Avec les crises économiques et décisions arbitraires opaques du XXe siècle, les États abandonnent progressivement l'étalon or. Et en 1971, là je te recommande aussi vivement d'aller voir ces données-là, elles sont extraordinaires. Méconnues en France, largement, mais c'est capital. Les États-Unis donc mettent fin au système de convertibilité hors du dollar, marquant la fin officielle de l'étalon or finalement. Bitcoin est né en janvier 2009, le 3 janvier, lors de la création du premier bloc pour être exact. En termes d'ancienneté, donc rien à voir avec l'or, et pourtant son adoption en tant que technologie disruptive est d'une vélocité incomparable. Maintenant, l'institutionnalisation. L'adoption de l'or s'est déroulée il y a déjà longtemps, mais intéressons-nous à la période contemporaine. Les données à disposition nous permettent de savoir plein d'éléments importants comme les afflux de liquidités chaque jour, la capitalisation, etc. L'événement de cette année, du moins 2024, a été la validation des 11 fonds négociés en bourse, les ETF Bitcoin, par la SEC aux États-Unis, ouvrant des vannes de liquidités quasiment infinies. Et oui, et pour cause, voici ce qui est arrivé au prix de l'or après le lancement de l'ETF or début 2007. Donc là, début 2007, une once d'or s'échanger à 336 euros. Et là, début 2023, on était à 1750 euros. Et là, on est beaucoup plus haut. On est à 2830 euros maintenant. Ouais, et encore, on est encore loin
des sommets qu'on pourrait atteindre d'ici quelques années. Ça va pas s'arrêter. Certes, la dilution est présente, ce qu'on va voir, mais elle est, je dirais, inférieure. Du moins, elle est négligeable par rapport à la demande, en fait. Enfin, négligeable. On va voir ça. Donc, cependant, l'offre a été augmentée depuis, et oui, d'or, tandis que l'offre de nouveaux bitcoins a été réduite de moitié tous les 4 ans avec le fameux halving. Donc, les ETFs sur l'or ont généré 86 milliards de dollars d'entrée au cours des 9 premières années, et le prix de l'once d'or donc, est passé de 458 à 1463 dollars. En 10 mois, les ETFs Bitcoin américains ont à eux seuls engrangé 25,5 milliards de dollars et ce montant augmente drastiquement semaine après semaine. Là, on ne s'est pas arrêté là. En janvier 2024, un Bitcoin s'est changé à environ 40 000 dollars et à l'heure où j'écrivais ces lignes, il s'est changé à 99 000 dollars. Là, on est à 85 000, donc pas très très loin. Et selon moi, on va aller de nouveau briser les 100 000 dollars et pas qu'un peu la prochaine fois. Ici, graphique qui indique effectivement les entrées donc totales de Ibit. Là, on a Ibit, donc c'est BlackRock. Voilà, ce sont des records sur records. Donc les montants entrants journaliers dépassent parfois le milliard de dollars. Donc en 24 heures, mais encore, c'est même pas 24 heures, on passe le milliard de dollars quoi, d'entrée. Donc c'est monumental et c'est absolument inédit. Et il faut aussi garder en tête que ces bitcoins ne reverront pas la lumière du jour de sitôt, dans la mesure où les investisseurs en question, généralement, ne comptent pas sur un actif en particulier pour générer des liquidités. Ils possèdent déjà énormément. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des business à côté, de l'IMO, de l'or, des actions, ils ont fait des montages financiers à droite à gauche ce qui leur permet de ne pas toucher justement à leur position. Et donc on voit qu'ici, déjà, voilà, la capi, pas la capi de Bitcoin, mais le total en termes de fonds, en dollars, est supérieur maintenant à l'or. Donc ça n'a pas mis 40 ans, ça a mis quelques mois, voilà. Assez fou. Et en plus, on parle de Ibit, donc c'est BlackRock, uniquement BlackRock, pas les autres. Donc rien que Ibit, donc le BlackRock a dépassé l'or en termes d'actifs sous gestion depuis quasiment un mois déjà. Donc là, ça fait déjà plusieurs mois. Cela démontre bien que nous sommes en train de vivre une adoption technologique hors du commun. Mais qu'est-ce qui rend la ruée vers l'or minime par rapport à celle de Bitcoin? C'est le ratio stock to flow. J'avais fait une petite introduction dans une vidéo il n'y a pas longtemps. J'avais abordé ce sujet de ce ratio, le S to F. Et on va voir ça de manière plus précise. En tout cas, on va revoir les aspects importants de ce stock to flow, la base. Donc, ce ratio mesure la rareté d'un actif en comparant son offre totale existante, donc le stock, à sa production annuelle, le flux. Il est estimé que l'offre en circulation d'or est de 300 000 tonnes à l'échelle mondiale et que 3500 tonnes sont ajoutées chaque année. Donc ça fait 1,2% de dilution. Donc oui, c'est petit par rapport au dollar par exemple. Dollar, dernière donnée que j'ai vue, on était sur du 14,5% de dilution annuelle en gros. Donc finalement ça fait très mal. Déjà sur un an ça fait mal. Alors sur long terme, en termes de pouvoir d'achat, c'est terrible. Donc l'or ça va à côté. Mais tout de même, sur le long terme, 1,2%, eh bien 1,2% sur 1,2% sur 1,2%, etc. Ça fait mal aussi. Donc pour obtenir 85 de stock to flow, il faut diviser. Oui, parce que là, le stock to flow de l'or, il y a 85. Donc il faut diviser 300 000 par 3500. Et ça nous donne 85. Donc comparé au dollar, lui qui tend vers les 10%, ouais, souvent j'ai mis 10%, mais c'est conservateur de dissuasionnel, donc cela reste correct pour préserver son patrimoine à moyen terme. Mais à long terme, non. Mais que penser donc d'une rareté programmée et scellée par le code, lui-même protégé par un consensus à l'échelle mondiale, avec plusieurs dizaines de milliers de nœuds? Le protocole Bitcoin a été façonné de sorte que tous les 4 ans à peu près, donc, soit tous les 210 000 blocs minés, en sachant qu'un bloc est miné environ toutes les 10 minutes, contenant entre 1500 et 3000 transactions chacun, la récompense du minage d'un bloc soit divisée par 2. Donc tous les 4 ans, 2 fois moins de bitcoins sont émis. Et là, je devrais mettre un B minuscule. Donc voilà, ce qui fait que là,
le stock to flow, enfin, du moins, le stock to flow avant le halving de 2024, il était à 58, maintenant il est à 120. Et en 2033, il sera à 504. Donc c'est là où on sera donc à 8 fois la rareté de Bitcoin sera 8 fois supérieure à celle de l'or. Et c'est dans peu de temps, quoi. Donc depuis avril 2024, le stock to flow de BTC est passé à 120, c'est-à-dire que sa dilution annuelle est approximativement 30% inférieure à celle de l'or. Vu que là on est maintenant à 3,125 BTC de plus par bloc qui sont émis et ajoutés à l'offre totale. Et donc dans les années à venir, Bitcoin deviendra extrêmement rare car son offre sera quasiment totalement émise pour le reste de l'histoire de l'humanité. Littéralement, je répète, dans les années à venir, donc à court moyen terme, Bitcoin deviendra extrêmement rare car son offre sera quasiment totalement émise pour le reste de l'histoire de l'humanité. Je le répète et je le continuerai à le répéter tant que je peux. En 2034, 99% de l'offre sera sur le marché donc de Bitcoin. Donc sur les 21 millions, voilà, quasiment tout sera émis. Et il faudra plus d'un siècle pour émettre le dernier pourcentage, car justement l'émission annuelle deviendra infime. Maintenant, un peu moins de mathématiques et un peu plus de... Prenons un peu plus de recul sur tout ça. Donc, l'homme est faillible, ça on le sait, l'homme avec un H majuscule, et c'est bien la cause de beaucoup de soucis, c'est sûr. Cependant, cela peut aussi nous montrer la voie, dans un sens, comment remédier à ce trait caractéristique de cette créature pour un monde meilleur. Voilà, on peut aussi prendre les choses de la sorte. Dans le cas de la monnaie, c'est quelque chose de très complexe à corriger car les personnes au pouvoir ont tendance à faire le choix facile pour financer leurs méfaits. Je dis fait parce que bon, officiellement, voilà, mais officieusement c'est surtout des méfaits, et d'évaluer par extension le moyen d'échange en question. Et qui en pâtit? Tout le monde, quoi. Enfin quasiment, tous ceux qui ne sont pas à la base de l'émission monétaire, les banquiers centraux à l'heure actuelle, les personnes de connivence avec les banquiers centraux, les États, voilà, certaines entités, une certaine caste, et voilà. Mais le reste du monde, il se fait entuber. En effet, donc comme je disais dans l'introduction, l'Empire romain en a payé le prix fort. Et oui, ça date pas d'hier cette histoire. La dilution de la monnaie romaine, notamment en réduisant la quantité d'or et d'argent dans les pièces, a contribué à sa chute pour plusieurs raisons. Alors d'une part, en diminuant la valeur réelle des pièces, l'État créait plus de monnaie avec moins de métal précieux. Cela a entraîné une hausse des prix car les gens avaient besoin de plus de pièces pour acheter les mêmes biens. Dans ce cas-là, l'inflation est inévitable, à moins que la production de biens et services augmente à la même allure, voire plus vite, sans baisse de la demande. D'autre part, les citoyens et les commerçants ont perdu confiance dans la monnaie romaine, car elle avait de moins en moins de valeur. Cela a rendu le commerce difficile et a incité à l'épargne en biens tangibles, or pur, terre, etc., plutôt qu'en monnaie. D'ailleurs, oui, à ce moment-là, ça me faisait penser à l'immobilier de nos jours. Intrinsèquement, ceci n'a rien de financier, mais c'est monétisé partout dans le monde, qu'importe les conséquences. Et j'en parle d'ailleurs dans mon article Bitcoin versus IMO. Et je mets en avant le fait que c'est une aberration. Tout le monde, beaucoup de gens se disent oui, go, on va, on va détenir plein de biens immobiliers, et en fait, en réalité, on va faire péter le prix de l'IMO, parce que si tout le monde s'y met, forcément, beaucoup de demandes, pas forcément une offre qui grimpe aussi vite, ça fait les prix grimpent forcément. Mais derrière, ça a des conséquences, encore une fois. Et notamment le fait de ne plus pouvoir se loger, en tout cas très difficilement. Donc, c'est un problème. On le constate, je pense, toutes et tous. Aussi, la dévaluation a affecté le commerce intérieur et extérieur. Les provinces éloignées et les partenaires commerciaux étrangers étaient moins enclins à échanger avec Rome. Cela a fini par entraîner des déficits provoquant des troubles d'échelle étatique. Enfin, l'État romain devait dépenser davantage pour maintenir son armée et son administration, mais la monnaie dévaluée rapportait moins de revenus en taxes, créant un cercle vicieux de dettes et de pression fiscale accrue. La dilution de la monnaie a détruit la stabilité économique, provoqué la perte de confiance du peuple et des partenaires commerciaux, et affaibli
l'Empire face à ses nombreux défis internes et externes. Et oui, il n'y avait pas que ça non plus. Et il y a ce passage donc, que j'ai cité, passage du livre de Lynn Alden, Broken Money. Donc là, si tu veux carrément aller sur mon Patreon, que je mets en avant, tu as l'anthologie thématique de plusieurs livres, et j'en ajoute constamment. Et il y a celui-ci, donc c'est celui de Lynn Alden, économiste américaine, et son livre Broken Money. Donc tu vas sur la publication, et tu as juste à faire CTRL F. Donc là, par exemple, ou alors tout simplement tu scrolls, tu vois par exemple la rubrique sur les anciennes formes de monnaie, la dévaluation monétaire, la technologie et la productivité. Et là, tu as tous les passages en fait qui sont en lien avec ces thèmes. Ensuite, tu as sur le ratio offre-production annuelle, le salaire, l'épargne, l'effet cantillon. Bum, là pareil, tous les passages avec la page aussi. Et donc ça permet d'avoir un très bon aperçu des passages les plus importants à mes yeux. Et je classe tout ça par thème. Voilà, donc je vais pas traduire maintenant ce passage, mais si tu veux aller voir, tu peux tout simplement utiliser DeepL, Google Traduction ou ChatGPT ou je ne sais quoi, et si tu ne comprends pas l'anglais, ça ira. Et il résume donc finalement très bien l'ensemble des causes à effet, mais pour faire simple, une fois qu'on a encore une fois la tentation du moins, à partir du moment où on a le pouvoir de diluer la monnaie, et qu'on a derrière nous l'armée ou la police et tout ça, on peut faire le con. On peut financer ces petites croisades, ces quêtes, mais encore une fois, ça a un prix. Donc, finalement, pour comparer à Bitcoin sur cet aspect, il est tout bonnement impossible de diluer son offre on demand. On demand, c'est ça. C'est tiens, aujourd'hui je me suis levé et j'avais envie de faire ça ou ça, bon, c'est parti, on va le faire. Mais là, non, c'est pas possible avec Bitcoin. Personne ne peut prendre le contrôle du protocole. Aucun État ne risque de modifier le consensus et créer des satoshi à l'infini, comme on le fait avec le dollar ou l'euro, comme bon lui semble. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bitcoin effraie de nombreux dirigeants ainsi que les banques centrales et les médias de masse ont tout fait ces dernières années pour empêcher son adoption par les petits portefeuilles. Et oui, maintenant, the average Joe, monsieur et madame Dupont pensent que c'est un truc opaque, bizarre pour les criminels, c'est un Ponzi, ça va aller à zéro, voilà. À beaucoup, c'est ça, et limite, ils s'énervent. Bon, c'est pas très courant non plus, mais il y en a un paquet. Et oui, parce que s'ils avaient étudié la chose très vite, donc il y a déjà plusieurs années, ils auraient trop gagné en souveraineté, en pouvoir d'achat, ils auraient compris un peu plus le système monétaire et son fonctionnement, donc ça aurait posé problème finalement pour le statu quo. Mais cette phase arrive à son terme, parce que la plèbe se réveille petit à petit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je ferai l'autre partie dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à mettre un like, s'il te plaît, si ça te plaît, si tu aimes le contenu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et à partager à une personne ou plusieurs personnes qui pourraient être intéressées par tout ça. Je te remercie, je te dis à très très vite, prends soin de toi, c'était Guillaume de la Blockchain.